Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ici ça va, j'espère que vous m'entendez bien. J'essaie de régler le micro parce que je n'arrive pas. Je me suis aperçu que dans mes dernières vidéos avec mon micro, ça fait une voix un peu étrange. Bon bref, j'espère que vous allez bien. Ne m'en veuillez pas trop, hein. Pardonnez-moi si le son n'est pas au top. Je vais essayer de faire pour le mieux. Alors j'espère que vous allez tous bien. Merci pour les nouveaux qui arrivent. Merci à vous. Et je vous encourage donc de vous abonner. Je le fais aussi pour les anciens d'ailleurs, hein. Abonnez-vous, ne restez pas de simples spectateurs. Abonnez-vous, partagez, likez, mettez un pouce et puis activez la clochette au passage, hein. Comme ça vous donnera l'occasion non seulement de mettre dans vos favoris avant tout le monde la, la vidéo que vous verrez en ligne, rapidement, dès que si vous activez la clochette, automatiquement vous avez en première, en primes, comme on dit, la vidéo qui apparaît. Et puis bien sûr, ça fait en même temps grandir la chaîne et la faire connaître. Alors nous allons poursuivre cette fois, pas la fin, mais presque la fin. On va parler en plusieurs temps de quelqu'un, d'un individu, d'un homme que vous connaissez tous. C'est l'actuel dirigeant. Alors on va parler de son premier mandat 2017-2022. J'ai nommé qui? Emmanuel Macron. Coucou Emmanuel. Voilà pour la chose. Alors, Emmanuel Macron. Alors, ici, c'est quoi ça? Ça, on peut laisser tomber. Voilà, on va tout de suite placer. On va arriver à l'homme tout de suite. Là, on va pas perdre son temps. Voilà. Alors, j'espère que vous allez tous bien. Voilà, c'est un petit peu ce que je voulais vous demander. Que ça se passe bien chez vous. Que vous avez repris le travail dans la bonne humeur. Pas forcément la joie. Bon, je m'en doute que c'est pas forcément très joyeux d'aller prendre la route pour aller à son bureau ou à son chantier ou à je ne sais pas où, à l'usine peut-être, hein, pour certains d'entre vous. En tout cas, gardez le courage, même si l'espoir à l'horizon s'annonce sombre, mais il y a toujours une lueur au bout du tunnel. C'est ce que je me dis toujours, hein. Il y a toujours au bout du tunnel, qui est dans la nuit, dans le noir, il y a toujours une lueur d'espoir au bout. Il n'y a jamais un ciel totalement gris en permanence. Il n'y a jamais non plus un soleil permanent, évidemment. Il y a des joies, il y a des peines, il y a des difficultés. Alors voilà, nous allons parler de Manu Emmanuel Macron, né le 20. Alors on va commencer ses fonctions, président de la République de l'Hexagone, en fonction depuis le 14 mai 2017, 7 ans, 7 mois et 2 jours, élection 7 mai 2017, réélection 24 avril 2022, Premier ministre Édouard Philippe, rappelez-vous, regardez un petit peu ce qu'il est devenu, regardez-moi ça. Bon, enfin bref, Jean Castex, voilà, l'homme de la crise Covid, vous vous rappelez? Elisabeth Borne, la femme du 49-3, qui vous a confisqué le pouvoir de décision, chers amis, parce que ces pseudo-représentants de l'Assemblée nationale ne vous représentent pas. Ils acceptent le 49-3 sans broncher, sans même décider avec le Sénat aux 2 tiers comment dire, l'éviction du président, donc d'Emmanuel Macron. Ils se contentent de la place, ils sont bien heureux, ils s'en fichent. Allez. Ensuite, Gabriel Attal, mais ça c'est dans le second gouvernement. Voilà, Gabriel Attal. Coucou Gabriel. Michel Barnier et là, François Bayrou, tout récemment. Voilà François, bon, je dirais pas ce que j'en pense, mais un homme un petit peu des compromis, et même plus que de compromis. Prédécesseur, bien sûr, François Hollande. Alors lui, l'homme du 15 septembre 2015, rappelez-vous, hein, rappelez-vous, ce qui se passe en Syrie, c'est un peu grâce à lui et à ses services secrets, qu'ils n'ont rien fait pour arrêter ces gens-là. Ils les ont laissés partir, bon, vous savez où. Bref, enfin, bon, on va pas ici énumérer. Alors, on continue. Président d'En Marche, alors maintenant c'est plus En Marche, hein, ça portait un autre nom, enfin bon. Alors 6 avril 2016, 8 mai 2017, 1 an, 1 mois et 2 jours. Secrétaire général Ludovic Schacker,
Qui c'est cet homme? Je ne le connais pas. Richard Ferrand. Ouais, alors lui, ça vous dit rien. Ça vous dit rien, les Bretons? Richard Ferrand, la Banque de Bretagne, ça vous dit rien? Non? Prédécesseur, parti créé, donc successeur, Christophe Castaner, l'homme de Nice, le casseur, on va dire un petit voyou. Enfin, ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, 26 août 2024, 30 août 2016, 2 ans et 4 jours, président François Hollande. Ah, il était... ah oui, d'accord, oui. Vous voyez, c'est bien ce que je pensais. C'était un homme peu connu, voire pas du tout. Alors, gouvernement Valls, deuxième législature. Prédécesseur Arnaud Montebourg. Ah oui, lui aussi, bon, passons. Successeur Michel Sapin. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Secrétaire général adjoint au cabinet du président de la République, 15 mai 2012, 15 juillet 2014, 2 ans et 2 mois avec Nicolas Revel, président François Hollande, bien sûr, prédécesseur Jean Castex, successeur Boris Vallaud. Tiens, qui c'est ça? Ah, un homme qui est né au Liban. Ah, ben c'est peut-être le parent à Vallaud-Belkacem, peut-être. Est un haut fonctionnaire et homme politique de l'Hexagone. Alors, biographie. Nom de naissance, Emmanuel Jean-Michel. Ah oui, Jean-Mimi, Frédéric Macron. Emmanuel Jean-Mimi, Frédéric Macron. Date de naissance, 21 décembre 1977, 46 ans. Lieu de naissance, Amiens. Nationalité de l'Hexagone. Parti politique PS 2006-2009. EML, bon, c'est Parti en Marche. Remire, oh là là, enfin bon, Renaissance, voilà, c'est ça. Depuis 2016, EPR, c'est quoi ça, EPR? Ensemble pour la République. Depuis 2016, EPR, je l'ai dit, depuis 2022. Conjoint, regardez. Bon, allez, j'arrête de rire. Brigitte Macron, Trogneux, pardon, oui, il y a son nom de jeune. Bon. Diplômé de l'université Paris-Nanterre, IEP de Paris, ENA. Oh. Distinction liste, c'est quoi liste? Je sais pas. Agnostique de religion. Résidence Palais de l'Élysée, Paris 8e. La lanterne, oui, ça c'est le lieu de résidence de tous les présidents, hein, François Hollande compris. Versailles, oui, oui. Ils ont pris ce lieu à Versailles, oui, au château, dans une partie du château. Hein. Force de Brégançon, bien sûr, évidemment. Et Borne et Mimosa, rien que ça. Hein. Enfin, voyons. 4 résidences, pas mal, hein. Une, deux, trois résidences, pardon, parce que la lanterne, ça fait partie de l'ensemble du château de Versailles. J'oublie de vous le dire. C'était une dépendance à l'époque du roi Louis XIV, Louis XV et Louis XVI, avant de devenir, ce que vous savez, une résidence du président de la République. Mais attention, c'est venu après. Le colonel Charles de Gaulle n'a jamais été là, je crois. Je ne sais même pas s'il allait au fort de Brégançon d'ailleurs. Alors que dire de cet homme? Bon, écoutez, regardez un petit peu. Le portrait. Regardez. Non mais sans blague. Enfin bon. Emmanuel Macron, né le 21, on l'a dit, sorti de l'école nationale d'administration. C'est quand même l'employé de la banque Rothschild. Hein. Rothschild était son soutien, c'était son... c'est toujours, hein, d'ailleurs, c'est toujours son patron. Rothschild, c'est toujours le patron d'Emmanuel Macron, il n'y a aucun doute. Hein. Il devient inspecteur des finances en 2007. Il est nommé rapporteur adjoint de la commission pour la libération de la croissance de l'Hexagone, la commission Attali. Tiens, vous voyez? Regardez Attali, on voit le portrait. L'homme qui fait les présidents, vous voyez? Regardez, depuis François Mitterrand jusqu'à aujourd'hui, cet homme, il est dans l'ombre, mais c'est lui qui tient les ficelles, bon, avec derrière Soros, et puis bon, allez, BlackRock, puis d'autres
BlackRock, qu'est-ce que j'ai dit? C'est pas BlackRock, je ne sais plus comment il s'appelle. C'est ce groupe financier. Enfin, bon. Bref. Alors, on va un petit peu regarder. Il rejoint la banque d'affaires Rothschild. Bah, ouais, évidemment, hein, et compagnie, dont il devient associé gérant en 2010. Voyez-vous, rien que ça. Proche du mouvement des citoyens, puis membre du Parti socialiste de 2006 à 2009, il participe à la campagne électorale de François Hollande pour l'élection présidentielle de 2012, qui le nomme, après sa victoire, secrétaire général adjoint de son cabinet. Ah oui, il était déjà chef de cabinet adjoint, d'accord. En 2012, hein, Emmanuel Macron. En 2014, alors encore inconnu du grand public, mais réputé pour sa ligne sociale libérale, Emmanuel Macron est nommé ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique. En 2015, voilà, rappelez-vous l'affaire Alstom, hein, toutes ces grosses sociétés qui étaient autrefois le fleuron de l'Hexagone, eh bien, est passé à General Electric dans le pays de l'oncle Sam. Hein. Donc on n'a plus grand-chose maintenant aujourd'hui, alors qu'il est en 2024. Hein, il continue à brader le patrimoine, quoi, ça ne rate pas. Il fait adopter une loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances. Wow, ça, c'est vraiment... Bon, bref. L'égalité des chances, l'égalitarisme, ça veut dire la mort de l'individu. Hein. C'est l'individualisme au profit de quelques individus cooptés dans le sein de cette mouvance politique. Enfin bon, loi Macron. Sa notoriété s'accroît alors qu'il prend progressivement ses distances avec François Hollande. Oui, ça... On a compris. Bon, comme Jacques Chirac avec Valéry Giscard d'Estaing. Mais là c'est encore plus sournois. Mais enfin bon, il fonde et prend la présidence de son propre mouvement politique En Marche, EM, et démissionne du second gouvernement Manuel Valls. Il adopte un positionnement qui présente en dehors du clivage gauche-droite. Il se présente à l'élection présidentielle de 2017. Il l'emporte au second tour, bénéficiant d'un front républicain face à la candidate du Front National, Marine Le Pen. Non. À 39 ans, il devient le plus jeune président français de l'histoire et le plus jeune dirigeant du G20 du moment. Son premier mandat est marqué par une réforme du Code du travail, une loi de réforme de la SNCF, l'affaire Benalla, rappelez-vous, l'homme qui a cassé la figure à des manifestants, s'habillant en CRS, Benalla, l'affaire McKinsey, voilà, on y arrive. McKinsey, ce cabinet think tank comme on dit, qui en fait décide de la politique dirigée par Macron, hein, la révélation de conflits d'intérêts via les Uberphil. Qu'est-ce que c'est que ça, Uberphil? Voilà, Uberphil. Sont plus de 124 000 documents confidentiels révélant comment l'entreprise américaine Uber, lorsque la multinationale est dirigée par Travis Kalanick, a implanté son activité dans de nombreux pays et tenté de faire changer la législation à son avantage. Eh oui, mais bien sûr, évidemment. Tiens, on va le garder ça c'est pas mal. Hein. Il faudrait que je lise un petit peu le... Il y a beaucoup de choses à lire, mais je ne sais pas si je vais y arriver. Enfin bon. Je reviens là. L'affaire Benalla, je l'ai dit, l'affaire McKinsey, la révélation de conflits d'intérêts. Hein. Le mouvement des Gilets jaunes, rappelez-vous, hein, non, comment il s'appelle? Je l'ai dit tout à l'heure, là, comment il s'appelle? Ah, ça y est, je ne sais plus son nom, lui. Voilà, Castaner. C'est sous Castaner que les CRS en ont pris plein la figure, les berceaux des mers gazés par les CRS, la brave, comme ils appellent ça, la brave, et puis, comment dire, éborgné, bon, notamment monsieur, je sais plus, pas Gomez, mais comment il s'appelle, enfin, je sais plus son nom. Bon,
les Gilets jaunes et le grand débat national qui s'ensuit, ainsi que par un premier projet contesté de réforme des retraites. Bon, la mise en place d'une convention citoyenne pour le climat. Alors là, la pandémie du Covid-19, rappelez-vous, puis la crise provoquée par l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Ah oui, ça, vous voyez, le mensonge est répété sans cesse. C'est pas la Russie. La Russie n'a pas envahi l'Ukraine. La Russie a répondu aux attaques de l'oncle Sam par l'OTAN. L'OTAN qui encerclait la Russie. Bah écoutez, encore une fois, je le répète, hein, si on encercle l'Hexagone, comment vous pensez que l'Hexagone va se défendre? S'ils se défendent encore, on n'en sait rien. Ils vont faire appel à qui? À l'Allemagne? À l'Angleterre? Bah non. Il faudrait bien que l'Hexagone se débrouille un peu aussi. Se défendre si on est encerclé par des ennemis extérieurs. Alors que commence la présidence de l'Hexagone du Conseil de l'Union européenne. Bon, sans passer les détails. Candidat à la réélection lors de l'élection présidentielle de 2022, il affronte une nouvelle fois au second tour Marine Le Pen. La brave Marine Le Pen qui a fait une place d'honneur à Emmanuel Macron. Rappelez-vous, à 2-3 minutes près, Madame Le Pen dit, alors qu'elle elle était donnée vainqueur au début, au tout début de la soirée, et puis elle a remercié M. Macron en disant, je vous remercie M. le Président, vous avez encore gagné le second tour, alors qu'elle était légèrement en tête. Elle avait déjà félicité le candidat Emmanuel Macron. Bon, c'est vous dire qu'elle était déjà consentante à laisser le pouvoir à Emmanuel Macron, de toute façon. Ce n'est pas son père, voilà, il faut dire ce qui est. Marine Le Pen, c'est pas son père du tout, Jean-Marie, hein, voilà. Face à qui il l'emporte grâce à un nouveau barrage républicain. Alors, on parle d'un barrage républicain, ça, c'est l'excuse. En réalité, la première fois, on n'a pas donné les résultats, mais je crois qu'on va les voir à la fin, on les verra plus tard. En 2017, il emporte avec environ 17%, 17%, enfin 51%, mais oui, en fait, en réalité, 17%, en réalité, puisque beaucoup de gens ne se sont pas déplacés, n'ont pas voté. En 2022, il emporte, avec je ne sais pas le nombre d'inscrits, il emporte à plus de 70% dans la plupart des villes principales de l'Hexagone, c'est vous dire. Donc il y a anguille sous roche, ce n'est pas le Front républicain. Encore que bon, les brouages d'urnes et puis les machines dominionnes sont peut-être passés par là. En tout cas l'équivalent. Bon. Alors, il emporte grâce à un nouveau républicain, d'accord, toutefois plus faible que lors de leur précédent duel. Ça, son second mandat commence par l'obtention d'une majorité relative aux élections législatives. Une crise énergétique mondiale liée à l'invasion de l'Ukraine. Encore l'invasion de l'Ukraine par la Russie. C'est fou, hein. C'est fou ce que Wikipédia répète inlassablement en boucle les mêmes désinformations. Les fake news. Ce n'est pas vrai, c'est pas, encore une fois, la Russie se défend lorsqu'elle est encerclée. Enfin, n'importe quel pays digne de ce nom. L'oncle Sam, vous croyez qu'ils vont se laisser faire s'ils sont encerclés? Mais c'est une île, c'est une grande île, les États-Unis, c'est pas la même chose. Là, déjà, pour l'encercler, il faudrait une grosse marine nationale d'un État, hein, ou de plusieurs États pour encercler les États-Unis. Tandis que la Russie, c'est déjà un territoire, c'est plus un territoire de terre, hein, on va dire, que de mer. Il y a la mer, bien sûr, mais il y a plus de terre. Hein. C'est comme l'Hexagone, il y a pratiquement presque autant de terre que de mer, en quelque sorte. Enfin bon, une réforme des retraites, reculant notamment l'âge de départ à 64 ans, adoptée sans vote à l'Assemblée nationale et fortement contestée, pas votée, puisque c'est le 49-3 qui a été appliqué. Ça, c'est le piège du colonel de Gaulle, hein, je rappelle. Des émeutes urbaines à l'été 2023, bon, ainsi que le vote controversé d'une loi immigration avec le soutien du Rassemblement national. Vous voyez? Le soutien du Rassemblement national. Vous voyez? Voilà.
Attendez, d'accord. Fin 2023. Qu'est-ce que j'ai eu là? Attendez, je répète. La forme des retraites reculant notamment l'âge de départ à 64 ans, adopté sans vote d'accord, je l'ai dit, national et fortement contesté. Les émeutes urbaines à l'été 2023 ainsi que le vote controversé d'une loi immigration avec le soutien, oui. Le Rassemblement national a apparemment soutenu le parti, pas En Marche, mais l'autre, le parti d'Emmanuel Macron. Enfin bon. À la suite des résultats des élections européennes en juin 2024, qui marquent une victoire historique du Rassemblement national, il décide de dissoudre l'Assemblée nationale, déclenchant des élections législatives anticipées. Il perd à cette occasion la majorité relative au profit du nouveau Front populaire, qu'il refuse d'appeler à former un gouvernement minoritaire, provoquant alors une crise politique inédite. Sous la Ve République, il parvient à s'accorder avec les Républicains pour former un éphémère gouvernement dirigé par Michel Barnier, qui est renversé par une motion de censure au bout de 3 mois avant de nommer François Bayrou. Alors, situation personnelle, origine familiale. Alors là, attention ce qui va être dit, hein, parce que là, je ne crois absolument rien. Bon, bref, la famille Macron est originaire du village d'Auty. C'est où ça, Auty? Commune de l'Hexagone située dans le département de la Somme, en région Hauts-de-France, d'accord. Dans la Somme, sa généalogie remonte jusqu'à Philippe Macron, fils de François Macron et de Catherine Auty, né en 1625 et qui exerce l'activité de taboureur suivi de plusieurs générations d'artisans. Ouais, bon. Ça, c'est la version officielle. Emmanuel Jean-Mimi, Emmanuel Jean-Michel Frédéric Macron est le fils de Jean-Michel Macron. Ah bon? Né en 1950, médecin professeur de neurologie au centre hospitalier universitaire d'Amiens, en Picardie, et responsable d'enseignement en médecine à l'université de Picardie Jules Verne et de Françoise Noguez. Voilà, ça c'est sa mère apparemment. Médecin conseil à la sécurité sociale. Ah, ben ils sont bien placés. Leur premier enfant meurt à la naissance. Ils ont ensuite. Qu'est-ce que c'est que ça là? Christian Jouvenot, Macron, tombé du ciel. Oui, enfin voilà, c'est un peu. Oui. Ils ont ensuite 3 enfants. Emmanuel, Laurent, né en 1979, radiologue, marié à Sabine Emo, gynécologue obstétricienne, et Estelle, née en 1982, néphrologue. C'est quoi ce métier là? La néphrologie, la spécialité médicale visant à prévenir, diagnostiquer et soigner les maladies des reins. D'accord. Bon. Marié à Karl Franjou, ingénieur, après avoir divorcé en 2010, Jean-Michel Macron épouse Hélène Joly, psychiatre au CHS Pinel-Dury. Bon, ses grands-parents paternels sont André Macron, chef de district à la SNCF, et Jacqueline Robertson, fille de Suzanne Leblanc, native d'Amiens, et du Britannique George Robertson, venu de Bristol pour combattre durant la Première Guerre mondiale et héros de la bataille de la Somme. Oh là. Ses grands-parents maternels, Jean Noguez et Germaine Haribé, sont originaires de Bagnères de Vigor. Son arrière-grand-père, Henri Macron, ingénieur voyer, je ne sais pas ce que c'est ça. Agent voyer est une fonction attribuée à une personne chargée de gérer les biens communaux. Ah. Fut maire d'Auty de 1953 à 1964. Ses ancêtres paternels Adam Pujol, 1656, 12 générations originaires de Murat-sur-Vèbre,
dans le Larzac, Tarnay et aux confins de l'Aveyron, et Cécile Dresser, son épouse, sont aussi les ancêtres paternels d'Alexis Corbière, 11 générations, tiens. Enfance, Emmanuel Macron, né le 21, d'accord, bon, bien. Ses parents choisissent son prénom en référence à la prophétie biblique de Jésus-Christ Emmanuel, d'accord. Il grandit dans le quartier résidentiel de Henri, bon, à l'âge de 12 ans. Bon, bref. D'accord. Formation, bon, ça on l'a vu plus ou moins. Vie privée, bon, mariage le 20 octobre 2007 au Touquet, où il réside. Emmanuel Macron épouse Brigitte Trogneux, avec pour témoin le professeur d'économie Marc Ferracci, qui c'est cet homme-là, ah voilà, Marc Ferracci, et l'homme d'affaires Henri Hermann. Ouais, bon. Brigitte Trogneux est une professeure. Pourquoi pas mettre un E aussi tant que vous y êtes? C'est curieux, on dirait qu'on parle d'un professeur de lettres classique de 24 ans, son aîné, qui a eu 3 enfants d'une union précédente avec André-Louis Osière, dont elle est séparée depuis 1994 et divorcée depuis 2006. Emmanuel Macron l'a rencontrée en 1993 au cours d'un atelier de théâtre qu'elle animait dans son lycée. Ah, comment vous appelez ça vous? Alors qu'il était âgé de 14 ans, de 14 à 15 ans, et en classe de seconde. Religion, il se définit comme agnostique, tout en déclarant aujourd'hui j'ai une réflexion permanente sur la nature de ma propre foi. Mon rapport à la spiritualité continue de nourrir ma pensée, mais je n'en fais pas un élément de revendication. Centre d'intérêt, il pratique le piano, qu'il a étudié pendant 10 ans au Conservatoire d'Amiens et dont il a obtenu un 3e prix. Bravo. Voilà. Le ski, le tennis, il a pratiqué la boxe française, le football, il apprécie l'Olympique de Marseille et suit le Tour de France cycliste. Bon, carrière professionnelle, on connaît un petit peu, hein, inspecteur des finances. Voilà. Laurence Parisot, ça vous rappelle rien, celle qui a mis le voile une fois pour aller en, je ne sais pas dans quel pays là, lui propose en 2006 le poste de directeur général du mouvement des entreprises de l'Hexagone, MEDEF, qu'elle préside, mais Emmanuel Macron décline l'offre tout en restant en étroit contact avec celle-ci. En août 2007, bon, il est nommé rapporteur, bon, banquier d'affaires, ouais, ça. En septembre 2008, il se met en disponibilité de la fonction publique et devient banquier d'affaires chez Rothschild et compagnie. Recruté par François Hérault sur recommandation de Jacques Attali, évidemment. Serge Wemberg, qui est cet homme-là, président du conseil d'administration d'Accor. Voilà, et Xavier Fontanelle, PDG d'Essilor International, il indique que l'échec de son militantisme local dans le Pas-de-Calais, où il n'a pu obtenir une investiture socialiste et l'élection de Nicolas Sarkozy à la présidence de la République, l'a poussé vers cette activité. À cette époque, il a déjà pour ambition de devenir président de la République, mais en s'engageant dans le privé, il suit les conseils d'Alain Minck. Bon, il ne montre pas le portrait de l'homme. Vous savez qui c'est, Alain Minck, quand même. Qui estime qu'il est préférable d'être fortuné pour faire de la politique, évidemment. L'un de ses premiers dossiers est le rachat de Cofidis. Cofidis, c'est, vous savez, ce groupe de crédit qui vous prête de l'argent moyennant quelques intérêts très élevés. Bon, enfin, spécialiste du crédit à la consommation par le Crédit Mutuel. Crédit Mutuel qui, par M. Ferrand, sera... voilà. Vous comprenez ce que je veux dire, quoi.
En 2010, sous le mandat du président Nicolas Sarkozy, Emmanuel Macron offre son aide bénévole à la Société des rédacteurs du Monde, SRM, dans le contexte de la revente du journal Le Monde. Mais il est aussi en relation secrète avec Alain Minck, oui, ça c'est secret, oui. Alors que celui-ci soutient une offre perdrielle puisqu'à Orange. Qui c'est ça? Ouais. Et alors que cette offre paraissait à la SRM particulièrement dangereuse, découvert de manière rocambolesque par Andrien de Tricorneau, il doit renoncer à ce double jeu, révélateur de sa stratégie médiatique selon les analyses de Laurent Mauduit et Julia Cagé. En 2021 sur Off Investigation. Il est promu en 2010. Bon, alors on va un petit peu s'arrêter là. Il est promu fin 2010 associé au sein de la banque après avoir travaillé sur la recapitalisation du journal Le Monde et sur le rachat par Atos de Siemens IT Solutions and Services. À l'âge de 33 ans seulement, Emmanuel Macron bat ainsi le record de jeunesse d'âge de Grégoire Chertok. Banquier d'affaires, spécialiste des fusions-acquisitions, associé gérant membre du comité exécutif de Rothschild et compagnie. Ouais. Cette ascension rapide apparaît étonnante à certains commentateurs, surtout au vu de sa différence de bilan entre les deux hommes. Bon, bref. En février 2012, il conseille Philippe Tilous-Borde, le PDG de Sophie Proléol. C'est quoi cette société-là? Agro-industriel, d'accord, d'alimentation. Qui prend 41% du capital de Le Sieur Cristal. La même année, il est nommé gérant et dirige l'une des plus grosses négociations de l'année, le rachat par Nestlé de la filiale lait pour bébé de qui? Regardez, Pfizer. Vous voyez un petit peu les conclusions, enfin ces histoires à n'en pas finir. Cette transaction, évaluée à plus de 9 milliards d'euros, lui permet de devenir millionnaire. François Hérault dira de lui qu'il aurait été, s'il était resté dans le métier, un des meilleurs dans l'Hexagone, sans doute même en Europe. L'expression Mozart de la finance, parfois utilisée une fois le banquier entré en politique, est cependant critiquée par certains observateurs car son bilan demeure relativement mince. La journaliste Marine Orange, qui est cette femme, un écrivain, journaliste d'investigation, d'accord, auteur de Rothschild d'une banque au pouvoir, indique qu'Emmanuel Macron avait été recruté pour son carnet d'adresses. Ça, il y a plus que ça, mais enfin bon. Entre décembre 2010, date de sa nomination comme associé gérant, et mai 2012, celle de son arrivée à l'Élysée, comme secrétaire général adjoint, Emmanuel Macron indique avoir gagné 2 millions d'euros bruts, selon ses déclarations de revenus et de patrimoine faites à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Il a gagné plus de 2,5 millions d'euros bruts entre 2009 et 2013. Bon, enfin ça. Alors on va s'arrêter là au parcours politique parce que bon, voilà. Alors,
Il y a une chose qui n'a pas été dite, évidemment, vous allez en convenir, chers amis, c'est l'affaire Alstom. Ils parlent pas des scandales. Bon, ils en nomment quelques-uns, mais ils taisent, bref. Ah si, peut-être qu'ils en parlent là. Faudra que je vois ça. Réforme d'éducation nationale. Alors, je remonte un peu, mesures économiques. Investiture et débat. Alors, mais il y a quelque chose qui me gêne un peu. Enfin, chers amis, voilà, je crois que c'est là, on va s'arrêter là. Dossier industriel, si, je crois qu'ils en parlent là peut-être. Bon, on verra bien. Ministre, voilà. Le parcours politique. Bon, on verra ça plus tard, chers amis. J'aurais souhaité, moi, aller un petit peu au fait du premier tour des élections, les résultats. Voyez-vous ça? Regardez, regardez. Regardez-moi ça. Cinéma. Franchement. La France n'aura jamais été autant ridiculisée à l'international que depuis l'arrivée de ces trois hommes, comme je vous l'ai dit, Sarkozy, Hollande et puis surtout maintenant Emmanuel Macron. Mais bon, on va pas s'arrêter on va pas râler tout le temps, hein. Le mal est fait et je crois que voilà, en tant que ministre de l'économie, bon, je voulais voir un petit peu les résultats du premier tour, mais c'est long, hein. Oh là là. Voilà, alors attendez, je ne sais pas s'il parle des élections. Non, là il parle des notes. Il donne pas les résultats. Non, apparemment. Non. Ah, bon ben tant pis alors. Je pensais qu'ils allaient donner les résultats des élections du premier tour au moins. Non, même pas. Non. Décoration, bon ben. Titres officiaux en tant que président de la République, ça, grand maître de l'Ordre national de Légion d'honneur, grand maître de l'Ordre national du mérite, chanoine d'honneur. Ouais, bon, ça. Poteau chanoine de la cathédrale Notre-Dame d'Embrun et de Notre-Dame de Cléry. Bon. Ah, si, voilà les résultats. Regardez. 24%. Non, il avait moins que ça. Ah oui, non, ça c'est. Mais il donne pas les inscrits, bon, évidemment. Il donne que des résultats sur. Il a fait 66% 10, 66,10% au deuxième tour, mais sur combien? Sur 16% ou 17% d'exprimés. C'est vous dire que tout ça, bon, ça tient pas la route, hein, vous comprenez. Et là, on ne sait pas trop. Alors, parcours politique, on s'arrête là, chers amis, parce que la vidéo serait très très longue, hein. Vous voyez un petit peu le débat. Vous voyez, et il continue à gouverner à l'heure qu'il est, donc, hein, enfin, à gouverner. L'homme politique, où c'est l'homme politique? C'est là. Encore plus haut. Parcours politique. Voilà. Chers amis, c'est là que nous nous arrêtons, parce que, comme je vous l'ai dit, la vidéo pourrait être bien plus longue que ça. D'ailleurs, vous avez vu tout ce qu'il y a à traiter. On en fera une ou deux autres vidéos, hein, je tiens à vous le dire, il ne faut pas vous étonner. Voilà, j'espère que ça vous a plu, chers amis, cette vidéo. Si c'est le cas, voilà, partagez, commentez. Faites-moi des commentaires, posez-moi des questions. Dites-moi ce que vous aimez, ce que vous souhaitez voir sur cette chaîne. Prenez part à cette discussion. Il y a une partie en dessous de la vidéo commentaires. Eh bien, commentez. Faites votre choix ou vos choix et dites-moi ce que vous voulez voir qu'on traite. Sinon, moi, je continue à tâtonner, à chercher, pas à tâtonner, mais à chercher des sujets qui me passionnent, comme la politique, et notamment le pays de l'Hexagone, le pays franc, comme je l'appelle, parce que pour moi, ça reste un pays franc
quels que soient ces gens qui prétendent nous diriger, ils ne dirigent rien du tout. Ils sont dirigés de l'extérieur, voilà, c'est tout, on est dirigé de l'extérieur. On ne s'appartient plus puisqu'on est une entreprise. Hein. Enfin, quand je dis on, je parle le peuple en général, puisque plus de 80%, 90% se laissent aller un petit peu comme si de rien n'était, comme si l'Hexagone était encore une nation, un État. Bon, alors que les droits sont bafoués depuis très très longtemps. Chers amis, merci de m'avoir suivi. Encore une fois, je me répète, hein. Soyez heureux sur votre lieu de travail, surtout en famille, entre amis. N'oubliez pas que la vie est belle, la vie continue. Et on se dit, hop là, qu'est-ce que j'ai fait là? Et on se dit à très bientôt. Ciao.